BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec Anthony Morel, journaliste à BFM Business, et Gonzague d'Ambricourt qui nous fait l'amitié d'être là pour commenter l'actualité. Si vous avez manqué le début, comme on dit, de la première partie de Quoi je me mêle, on était en pleine discussion passionnante, bouillante concernant Netflix qui, on le rappelle, a perdu des abonnés. Ça fait 10 ans que c'était pas arrivé, donc voilà, branle-bas de combat. Tout le monde commence un petit peu à s'inquiéter. Que se passe-t-il chez Netflix ? Et on voulait parler de la pub parce que justement, comme c'est un peu panique à bord chez Netflix, il faut trouver deux nouvelles sources de financement et pourquoi pas la publicité, Anthony. Oui, c'est une solution qui a été sérieusement abordée donc, par Reed Hastings, le patron fondateur de Netflix, qui, alors, s'y était toujours refusé, c'est ça qui est intéressant, hein, ils avaient toujours dit non mais le modèle publicitaire ça fonctionne pas, nous on est vraiment basé sur l'abonnement, mais là effectivement comme les chiffres sont très mauvais et que voilà il y a une concurrence de plus en plus rude, ils sont en train de réfléchir, alors à horizon 1 à 2 ans, c'est ce qu'ils disent, à en gros proposer d'un côté l'abonnement classique, comme aujourd'hui, sans pub, qui sera peut-être encore plus cher d'ici 1 ou 2 ans, on verra, mais parce que ça augmente quand même régulièrement, et un autre abonnement qui serait moins cher, mais qui serait adossé à de la publicité. Alors, sachant qu'on a, toutes les inconnues sont là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien moins cher, on ne sait pas à quelle quantité de publicité on serait exposé, est-ce que ce serait juste sur la plateforme, est-ce que ce serait au début d'une série, est-ce que ce serait au milieu d'un film, enfin voilà, il y a plein de questions qui... Bah non, mais c'est ça, tu vois. À l'américaine, en fait, parce qu'aux États-Unis, quand tu regardes la télé, ton programme, il est interrompu en permanence. Ouais, c'est tous les quarts d'heure, je crois qu'il y a de la pub. C'est horrible, c'est tous les. Et en fait, du coup, excuse-moi, mais ce serait intéressant parce que de se dire Netflix, la musique à la demande, etc., nous ont enlevé du format classique, radio, télé, cinéma, où tu es exposé à beaucoup de publicité pour avoir ton contenu, et on retournerait finalement vers ce système très classique où de la pub, du contenu, beaucoup de pub, du contenu. Quelle équation compliquée aussi, parce que qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas offrir un abonnement gratuit à Netflix financé par la pub. Non, ça serait pas gratuit. Mais je crois, est-ce que je dis une bêtise ? Mais ça serait sans doute un truc un peu hybride, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 20 €, tu paierais peut-être 10, je dis n'importe quoi. C'est ça, oui, bien sûr. Et à 10, tu aurais l'intégralité du catalogue Netflix, mais avec de la pub. Et si tu veux pas de pub, tu payes 10 € de plus, et là, tu n'as pas de pub. C'est ça. En fait. Soit justement, pas tout le catalogue frais immédiatement. En mode, tu payes moins cher, tu veux pas payer, on va te donner nos anciens contenus qu'on a déjà bien rentabilisés, versus ceux qui sont récents, qui nous ont coûté beaucoup à produire. On a actuellement un mode de financement différent. Et ça peut donner aussi naissance à une répartition des revenus, qui serait de dire, plutôt que d'acheter les droits pour un film, on vous rémunère aussi au fur et à mesure du nombre de fois qu'ils ont été vus, et on vous partage les revenus publicitaires. Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant parce que évidemment c'est Disney+ qui avait balancé cette information avant Netflix. Disney+ a dit on réfléchit, c'était il y a quelques mois, à un mode un peu hybride quoi. Vous pourrez avoir l'intégralité du catalogue Disney+ pour aller 10 €. Ça coûte moins, je crois, Disney+. On est à 7 ou 8 €. Mais il y aura aussi une version financée par la pub qui fera baisser le prix. Donc c'est intéressant. On voit que tout le monde commence à s'y intéresser. Et alors ce qu'il y a de rigolo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais jamais vu ça. Je suis abonné à MyCanal. Et alors je paye MyCanal. Et avant le dernier James Bond qui a été diffusé, j'ai eu un écran pub. Moi, j'ai un compte secondaire que je partage avec un ami sur Canal, et j'ai quasiment tout le temps des pubs sur la VOD, et incluant aussi une expérience de navigation catastrophique. Si vous travaillez chez Canal, s'il vous plaît, changez ça, parce que pour le coup, Netflix, avec tous leurs défauts, ils ont quand même une expérience de l'utilisateur qui est exceptionnelle, c'est clair. Génial. Et là, tu fais une recherche dans Canal, donc pardon, un petit aparté de plainte. Non, mais... Et s'il y a un contenu qui est dispo, parce que tu peux l'acheter en VOD, tu peux l'avoir dans ton abonnement de streaming, et le contenu, il est listé autant de fois qu'il est disponible sur leur plateforme. C'est vraiment genre... non, c'est pas pratique. Sans faire exprès, tu peux payer un contenu qui t'est déjà disponible gratuitement dans ton abonnement. Je trouve ça lunaire. Non, mais tu as raison, ça m'est déjà arrivé, j'étais confronté à ça. Après, c'est vrai que techniquement, qualité d'image et tout, il n'y a rien à dire. Non, ça marche très bien. MyCanal, c'est super. Mais c'est vrai que se taper un pré-roll de 15 secondes, retrouver le dernier James Bond avec Toyota. T'as pas la même chose sur Amazon Prime, je me demande en fait. C'est c'est l'autopromo pour leur propre contenu. Tu vas avoir, par exemple, vous regardez, je sais pas quoi, vous allez
allez avoir la promo d'une autre série juste avant. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait Gonzague. C'est-à-dire que c'est normalement les plateformes de streaming, elles étaient là vraiment pour nous débarrasser de la pub. Enfin, c'était vraiment leur valeur ajoutée. Surtout si tu payes. Mais oui, bien sûr. Quand tu es sur le replay TF1 et que tu tapes des pré-rolls de pub, c'est normal parce que c'est gratuit. Il faut bien qu'ils financent le programme. Mais quand tu payes, c'est une autre équation. Mais je pense qu'ils prennent en compte aussi les problématiques du moment, pouvoir d'achat, inflation. Enfin, tu vois, il y a aussi tous ces trucs-là qui font que... Et surtout, la multiplication des abonnements. Parce qu'il y a quelques années, tu avais ton abonnement Netflix, tu avais éventuellement celui à Spotify, mais maintenant, tu as tellement de plateformes. Donc, tout le monde a un peu ses techniques, mais bon, tu as Spotify, tu as Disney+, tu as Amazon Prime. Enfin, quand tu cumules le tout, ça fait quand même une petite facture à la fin du mois. Tout à fait. Juste pour terminer ce dossier Netflix, parce qu'on pourrait en dire encore beaucoup, c'est peut-être aussi la réflexion sur le contenu Netflix qui, est somme toute assez discutable. C'est-à-dire qu'on voit que Netflix investit des milliards, je crois que c'est 18 milliards. C'est massif. C'est massif. Ils vont encore renforcer, c'est ce qu'ils ont dit. Pour je crois qu'ils vont monter à 20 milliards. 20 milliards de prod chaque année pour des contenus franchement pas toujours folichons. Alors évidemment je vois ma chapelle et il y a plein de trucs qui m'intéressent pas à moi mais qui vont intéresser d'autres, mais on se dit que top, vous êtes dur quand même. Moi je trouve à chaque fois des... Alors il y a des trucs top, géniaux, mais est-ce que ça mérite 20 milliards d'investissements? Est-ce qu'il n'y a pas un peu tout et n'importe quoi dans Netflix? Il y a des séries tu vois qui sont dignes d'un après-midi sur M6 parfois. Enfin, il y a plein de trucs bizarres, il y a des trucs très bien certes, mais est-ce que l'investissement massif qui est fait est toujours pertinent? C'est vrai. Moi, j'ai toujours l'impression d'ajouter des trucs sur ma liste et de jamais avoir le temps de... Mais j'ai l'impression que je pourrais y passer ma vie et j'aurais jamais le temps de regarder. Non, mais c'est intéressant parce que tu n'as pas le même point de vue que moi. Tu trouves que Netflix a du contenu? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu de qualité. Moi moins, mais sur les docus et tout, il y a des trucs fous. Après, on pourrait par contre discuter du fait que, et alors c'est marrant, on va revenir à Elon Musk, c'est pas une obsession, mais il a fait cette critique. Il a dit que c'était, alors il le dit en des termes provocateurs, mais il dit que c'est le virus woke qui est en train de tuer Netflix. Donc lui, il a cette idée, et c'est pas le seul à dire ça, qu'il y a aussi une idéologie qui est partagée dans Netflix, qui est ultra progressiste, etc., qui transpire dans les contenus. Tout à fait. Et qui fait aussi qu'il y a une certaine partie... qui en devient presque caricatural, en fait. Exactement. Et donc, il y a aussi une partie des utilisateurs que ça saoule, tout simplement, qui disent, moi, je ne vais pas payer $20 par mois pour me faire polluer la tête avec de l'idéologie, des idées qui sont contraires à ce que je pense. Voilà, ça aussi, c'est un aspect. Je ne pense pas que ça compte forcément dans des ordres de grandeur énormes de Netflix, mais ça fait partie des éléments aussi auxquels il va falloir qu'ils réfléchissent à un moment. Enfin voilà, on a fait le tour sur Netflix, mais il y a encore plein de trucs à dire, mais on en garde sous le coude pour la prochaine fois. Pour la saison 3. Pour la saison 3, bien sûr, qui aura énormément de moyens, je peux vous le dire, là, parce que on mettra 20 milliards, c'est clair. En revanche, le lendemain, on ne sera plus là, parce que si on touche 20 milliards, je pense qu'on pourra s'accorder quelques vacances, même si on vous aime beaucoup, sachez-le. Gonzague et Anthony, si on parlait de NFT... Ah, ça faisait longtemps. Non, mais sujet intéressant aussi, avec Nike. Bon, alors Nike qui fait partie de ces marques de mode qui investissent aussi dans ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air de marcher parce qu'il y a des Nike en NFT qui s'échangent à plus de $8,000 la paire. Oui, pour l'instant. Alors, j'ai plus le chiffre en Ethereum, mais oui, c'était ça à peu près. Donc, c'est les premières, ça s'appelle les CryptoKicks, donc c'est des paires de baskets en NFT, donc des baskets virtuelles évidemment, en pixels. Pour ceux qui nous regardent, elles sont très jolies. Voilà, elles ont la virgule reconnaissable. Il y a différentes couleurs parce qu'on peut aussi récupérer des fioles qu'on met dans la chaussure et ça transforme les. Enfin voilà. Et en fait, le truc, c'est que elles se vendent, elles s'échangent sur le marché secondaire, sur le marché des NFT, très très cher, des milliers d'euros pour certaines paires. Alors pourquoi est-ce qu'on est prêt à acheter des paires de chaussures virtuelles pour $8,000? C'est toujours la question. Bon, l'avantage, c'est que là, on se fout de la pointure. Alors, tu te fous de la pointure, c'est vrai. Très bon point, tu as raison. Et de la propreté. T'as pas les odeurs. Parce que il n'y a pas les odeurs. Les sneaker addicts, qui sont une partie des gens qui sont ciblés par cette opération, sont des gens qui parfois achètent des chaussures et ne les portent jamais. Non. Parce qu'elles perdent de leur valeur à la fois sentimentale et financière. C'est de la collectionnite. C'est ça. Complètement. Mais celle-là, tu les porteras jamais non plus, c'est-à-dire. Mais c'est dommage. Je trouve que ce serait génial qu'ils annoncent que tu puisses commander la. Mais ton avatar peut-être les portera. Alors c'est ça, exactement. En fait, il y a deux choses. Alors d'une part, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire basket en NFT,
donc non-fungible token. Bon, je pense que ceux qui nous écoutent voient à peu près de quoi on parle, mais en gros, l'idée, c'est que tu as donc ce certificat d'authenticité numérique inscrit dans la blockchain, donc une sorte de signature qui te dit que c'est bien ton objet, que tu es le seul à le posséder, et que donc tu peux l'acheter, le revendre. Et donc, c'est un objet à la fois de collection, mais aussi de spéculation, ce qui fait que, voilà, c'est pour ça que ça monte. Je veux dire, si t'en as qui les achètent à 8 000, c'est parce qu'ils se disent que la semaine prochaine, ils les vendront à 16 000. Voilà, il y a ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir, enfin, ton personnage dans le métaverse, alors, qui est toujours un terme un peu vague, mais enfin, tu vois, dans ces futurs univers virtuels, pourront éventuellement frimer auprès des autres avatars en portant ces baskets de marque, voilà, d'ici quelques mois ou quelques années. En tout cas, ça fait partie des paris de Nike. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. En fait, ils avaient acheté, il y a quelques mois, un studio qui s'appelle Artefact, qui a été créé par 3 associés, dont un français d'ailleurs, et qui est spécialisé dans le design de baskets virtuelles. Et alors eux, ils font, c'est ce que tu disais Alain, Gonzague, exactement, c'est-à-dire qu'ils font des opérations où tu peux acheter une vraie basket et sa jumelle virtuelle. Ouais. Et ils en ont coulé à des fortunes. Hein, à des fortunes. Moi, j'aime beaucoup la connexion entre le virtuel et le réel, et je trouve l'idée très sympa. Et effectivement, ils ont aussi fait même des filtres Snapchat qui permettent de visualiser une chaussure sur ton pied. Donc il y a toute cette notion de dire avec ton smartphone, je me connecte au réel. Je sais pas si on voit un peu les baskets qui ont été designées par ce studio. Ouais, c'est impressionnant. Elles sont vraiment cool. super cool. cool. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et c'est intéressant parce que, c'est intéressant de voir que toutes les grandes marques là sont en train de prendre cette idée de mode virtuel très au sérieux. Pas seulement NFT, d'ailleurs on peut sortir du sujet NFT, hein, mais tu as par exemple dans Fortnite tu peux acheter des vêtements Balenciaga, par exemple des skins, enfin tu vois, les skins ça fait partie du modèle économique qui sont pas forcément on va dire en NFT, ah non, pour le coup c'est vraiment tu achètes, pour le coup ça n'a pas une valeur, c'est-à-dire tu t'achètes ça quelques euros, par contre tu peux pas le revendre derrière, c'est vraiment juste un skin, un cosmétique pour ton personnage, un peu comme des accessoires dans des jeux sur PlayStation, enfin des trucs comme ça. Exactement. C'est pareil. Tu as Louis Vuitton qui a designé des costumes pour des personnages de League of Legends. Donc tu as eu plein d'expérimentations, et tu as eu il y a quelques semaines la Metaverse Fashion Week, donc qui était une Fashion Week du Metaverse, avec tous les grands, une partie en tout cas du secteur des grands couturiers, du prêt-à-porter. Donc ils sont tous en train de s'y intéresser, quoi. Et on sent bien que, comme dans d'autres domaines, on avait parlé des marques qui achetaient des terrains dans le Metaverse aussi, cette notion de FOMO qui revient souvent, Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en train d'investir parce qu'elles se disent on est peut-être en train de passer à côté de la prochaine révolution. Et on s'en mordra les doigts. Donc autant, peut-être que c'est une bulle, on verra. On met quelques millions et puis voilà, on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. On va parler d'Apple maintenant parce que on est dans une espèce d'époque où aujourd'hui les constructeurs d'électronique marchent sur des œufs, alors qu'ils proposent de plus en plus de smartphones, toujours plus innovants, enfin plus ou moins innovants d'ailleurs, hein, c'est ça le problème. Ils sont confrontés à la réalité écologique, hein. C'est que sortir un smartphone tous les ans, est-ce que ça sera toujours aussi populaire dans les années qui viennent? C'est pas forcément le cas, et il faut une réponse, hein, à ça. Les géants de l'électronique qui travaillent, bien sûr, et Apple avance un petit peu dans ce domaine-là, avec un service qui est disponible aux USA, hein, pour commencer, depuis peu, je crois depuis quelques heures, qui vous permet de réparer vous-même votre iPhone qui a un problème de batterie, vous avez pété l'écran, etc. etc. Alors, on pouvait déjà se faire réparer son iPhone, hein. Vous allez dans un Apple Store ou même dans la boutique du coin, etc. Alors, c'est plus ou moins réussi, mais c'est faisable. Là, la nouveauté, c'est qu'Apple dit, OK, on va vous vendre les produits certifiés Apple, on va vous vendre les petits outils qui vont avec, les petits tournevis, les petites ventouses, etc., etc., pour que vous puissiez vous-même réparer votre iPhone. Et ça va même plus loin que ça, c'est qu'on va pouvoir vous louer les machines qui servent à faire certaines opérations, qui sont quand même des opérations industrielles. Donc on va y revenir. Et ils ont mis à disposition de tous, donc là c'est accessible dans le monde entier, les PDF qui permettent donc les modes d'emploi, au format PDF, qui permettent de faire ces opérations de réparation et qui étaient pour l'instant une propriété très gardée. C'était chasse gardée, quoi, parce que c'est des infos un peu touchy et qui ne vendaient qu'aux revendeurs agréés, aux gens qui ont l'expertise. C'est aussi vraiment le sujet qu'on peut aborder maintenant.
de réparation de ce genre de produits qui sont quand même des produits de précision avec des dimensions extrêmement réduites sur les circuits imprimés, qui fait que parfois réparer soi-même son téléphone, bon, je sais pas ce que tu en penses. Moi, jamais je le fais. Après, je te le dis, hein, jamais j'essaye de. En plus, ça va vraiment. C'est intéressant parce que c'est vraiment un retournement de situation complet. C'est-à-dire qu'Apple a toujours dit, surtout, touchez à rien. On s'en occupe. Si vous y touchez, c'est la garantie qui saute. Et là, ils te disent non, mais vas-y. En fait, vas-y. Sors tes petits doigts musclés et amuse-toi. Je sais pas. Alors, est-ce qu'ils l'ont dit ou pas ? Je crois pas, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de garantie, tu vois ? Concrètement, tu répares, tu dis ok, je prends vos outils, je prends votre petit manuel en PDF, je sors mes doigts musclés et je répare. Et sauf que je répare pas, je casse encore plus le téléphone. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est moi qui suis le responsable, donc j'imagine qu'ils vont pas me rembourser et je me retrouve encore plus mal que je ne l'étais auparavant. C'est quand même, je comprends la logique et on ne peut que saluer en réalité. Je veux dire, on peut pas leur reprocher tout et son contraire, c'est-à-dire leur dire bah non, vous verrouillez tout, et puis quand ils ouvrent, leur dire ah bah non, vous ouvrez. Mais je me dis que quand même, pour l'utilisateur lambda, c'est un truc qui me paraît un peu hors de portée. Voilà, moi c'est mon sentiment. Je pense qu'ils ont, sans vouloir voir le mal partout, une pression qui font pas ça par philanthropie pure. D'ailleurs, on a vu que Samsung faisait la même chose. Ils se sont lancés dans la foulée. Ils ont une pression aux États-Unis notamment des autorités sur la question du droit à la réparabilité, je vais y arriver. Donc bon, ils sentent bien que là le vent est en train de tourner, et puis une pression aussi des consommateurs qui ont ces préoccupations écologiques, qui n'ont pas forcément envie de changer de téléphone tous les 6 mois. Tout ça dans cette ambiance de reconditionné qui vient rajouter et qui est vraiment qui va à l'encontre du modèle économique d'Apple, parce que même si on voit quand on analyse les résultats financiers d'Apple, on voit que les services, tout ce qui est cloud, etc., ces services-là augmentent, mais malgré tout, le trésor de guerre, c'est la vente d'iPhone, quoi. Et là, ils sont en train simplement de se tirer une balle dans le pied en disant, au lieu d'acheter un iPhone, les gars, réparez-le. Comme ça, on va gagner moins d'argent. Et puis, comme ça, peut-être qu'après, vous pourrez le revendre pour que cet iPhone, qui normalement devrait être terminé dans un tiroir ou dans une poubelle, reparte sur un marché qui nous empêchera d'en vendre un nouveau. Exactement. Donc, c'est vraiment compliqué pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est que tu le disais tout à l'heure, depuis toujours, Apple était contre la réparation soi-même de ces iPhones. Là, ils font donc machine arrière. C'est sur les téléphones, donc les iPhone 12, les iPhone 13 et les iPhone SE de 3e génération. Ils mettent en vente 200 pièces détachées. Voilà. Donc, il y a de tout. Ça va du capteur photo, micro-vis. Et tu sais qu'il y avait des appareils aussi. Oui, et en fait, tu peux louer les presses pour les batteries, pour les écrans, parce qu'en fait, tu peux pas remettre toi-même. Mais c'est pour ça que je trouve ça lunaire. Alors, d'un côté, je trouve ça intéressant parce que ça pourrait permettre d'éviter les iPhones un peu Frankenstein qu'on peut acheter sur des plateformes où la démarche est très saine, comme Back Market. L'idée est géniale, mais en fait, tu vois dans les réponses des gens sur Twitter qui leur parlent, disant moi je vous ai acheté un iPhone et au bout de 3 mois, l'écran tactile il marchait plus. Oui, parce que là, on a fait un nouvel iPhone avec un agrégat d'autres iPhones. Mais avec des pièces douteuses, des pièces détachées douteuses. Ça fait pire que mieux. Donc cette démarche de pouvoir acheter une pièce qui est certifiée, dont on est sûr qu'elle va bien marcher, est top. Par contre, réparer soi-même, je comprends bien sûr que Apple se conforme à la législation qui veut qu'on puisse réparer soi-même son produit. C'est le même. Vous avez peut-être suivi le sujet aux États-Unis avec John Deere, le fabricant de tracteurs qui empêche les agriculteurs de réparer leurs machines. Et leur impose des sommes absolument énormes pour la moindre pièce, la moindre mise à jour. Ils sont complètement coincés de leur possession. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. C'est peut-être moins difficile de changer la roue d'un tracteur que la caméra d'un iPhone. On pourrait tester les deux. En tout cas, moins fragile. Moins fragile. Mais là aussi, il y a beaucoup d'électronique. Mais ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que Apple va plus loin. Si par exemple vous achetez une batterie pour la changer parce que votre téléphone commence à avoir une autonomie qui n'est pas terrible, si vous renvoyez l'ancienne batterie, Apple vous donne un crédit. C'est-à-dire que, par exemple, une batterie qui coûte $70 et que vous achetez pour la remplacer sur votre ancien iPhone, si vous renvoyez la nouvelle, Apple vous donne $25. D'accord, j'avais donc pas vu en ça. fait, la batterie passe de 70 à moins 25, ça veut dire 45. Quoi. Tu vois, donc il y a malgré tout des efforts qui sont faits, mais je pense qu'ils doivent... Non, l'idée est intéressante. Voilà, ça doit un peu les énerver quand même. L'idée est intéressante. Mais l'idée du téléphone que tu peux réparer toi-même, qui serait plus modulable, enfin tu vois, ça fait longtemps qu'on en parle. Le Fairphone. Voilà, le fameux Fairphone, qui était une idée super sur le papier, mais dont personne ne veut, parce que voilà, c'est pas non plus un très bon téléphone, faut être honnête. Et puis il y a eu d'autres, je me souviens qu'LG
avait tenté aussi l'expérience du téléphone modulable, on voit que c'est compliqué. En vrai. Enfin, je pense que tu vois, la grande majorité des gens, ils n'ont pas envie de bricoler leur smartphone. Enfin, c'est quand même... Comme vous dites, vous prenez un iPhone 13 qui coûte 1000 balles, accessoirement. Vous pétez l'écran, vous dites, allez, je vais le faire et tout, je vais passer mon week-end, patati patata. Vous changez l'écran, vous le faites mal. Alors déjà la pièce, vous perdez l'étanchéité du téléphone. Exactement. Il tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Qui est responsable? J'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais moi, je pense pas que Apple il te rembourse son téléphone que t'as cassé en le réparant. Ouais, ça m'étonnerait. Mais après, je peux me tromper. Bon. Ça c'est marrant. En parlant de Back Market, vous avez vu leur campagne de pub? Oui. Ouais. Là, alors complètement faux, mais c'est un peu énervant parce qu'ils font croire qu'ils ont piraté AirDrop sur des téléphones de gens. C'est faux. On ne peut pas faire ça puisque AirDrop il faut l'activer ensuite. Si tu veux que tout le monde puisse t'envoyer des messages, il faut aller chercher ce réglage. Donc c'est des comédiens en fait? C'est des comédiens. Mais je suis déçu. Donc c'est rigolo. rigolo. Mon truc. C'est rigolo, mais évidemment non, ce ne sont pas des vrais gens. Mais sauf l'idée... si par exemple tu as pré-réglé ton iPhone pour recevoir. Faut t'expliquer tout le monde pour les gens qui nous écoutent. Beaucoup d'exceptions. Il faut que les gens l'aient activé. Il faut être pas loin. Il faut que tu aies leur autorisation pour les filmer. Faut peut-être juste expliquer ce qu'on voit dans la pub pour AirDrop, les donc on voit en fait quelqu'un qui fait un circuit électronique qui permettrait de bombarder les smartphones des gens qui ont des iPhones en AirDrop. AirDrop, ça permet d'envoyer du contenu sans fil avec une petite notification. Voilà, on peut envoyer des photos, des liens, des pages web. On peut avoir un pop-up qui apparaît sur ton téléphone alors que tu n'as rien demandé. Ouais, plus une page web si je te partage un lien. Et le principe de base est qu'on fait ça entre gens qui se connaissent. Si j'étais dans mon carnet d'adresses et toi aussi, avec cette réciprocité, on va pouvoir s'envoyer du contenu. Là, ils font soi-disant un circuit électronique qu'ils attachent dans une fausse gourde de vélo. Ils gardent le vélo à côté de l'Apple Store et pouf, sur tous les téléphones de l'Apple Store et des gens dans l'Apple Store s'affiche cette publicité qui dit que c'est plus intéressant d'acheter un téléphone chez Back Market, beaucoup plus écolo, etc., qui est toute leur campagne sur la consommation de ressources naturelles qui nécessite la création d'un téléphone neuf versus son recyclage. C'est une bonne idée en termes de com. L'idée j'ai toujours un peu de mal avec le mensonge pour la communication, mais c'est mon côté un petit peu tatillon. Je vais te dire, je me suis laissé prendre. Mais j'ai juste vu la pub vite fait, j'ai pas plus cherché que ça, mais voilà. Non, je pense que tout le monde se laissera prendre sur le principe. Tu fais bien de nous le dire. Mais voilà, une fonctionnalité qui est très sympa, AirDrop, qui est révolutionnaire. Voilà, d'un Mac à ton iPhone, tu peux envoyer des photos, réceptionner des documents, etc. Mais il y a aussi une espèce de AirDrop bombing. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, la dernière fois, j'étais dans le train et il y a plein de gens que vous connaissez pas, qui sont dans votre wagon, quoi, et qui essaie de vous envoyer des trucs. Oui, si tu mets le réglage sur tout le monde. Ouais, alors moi, c'est tout le monde, parce qu'évidemment, je rencontre plein de gens, tu vois, qui m'envoient des tu vois, par exemple, ça peut être des invités, des trucs comme ça, on s'envoie des photos, des trucs comme ça, mais c'est aussi... un peu bizarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai reçu, comme toi, j'étais dans une gare et tout d'un coup, j'avais mis aussi sur tout le monde pour le travail, j'ai reçu une photo de chien. Alors après, c'est peut-être des gens qui se trompent, tu vois, parce que c'est vrai que si par exemple tu es à côté de moi et que je me trompe parce que je sélectionne toujours l'iPhone, tu vois, vers lequel tu vas envoyer la photo, les gens ils ne nomment pas leur iPhone. Voilà. Tu vois marqué iPhone et paf, t'envoies et en fait ça va vers quelqu'un, mais on peut imaginer les détournements un peu chelous qu'on pourrait avoir avec ce type de choses. Tu vois. Et si on voulait aller loin, n'utilisons pas d'iPhone, je vous laisse converser entre vous, mais j'imagine que c'est un problème. Si tu voulais aller loin dans la réflexion et quelqu'un qui ne ferait pas attention et qui a le réglage sur autoriser tout le monde et qui reçoit un lien malveillant, tout à fait, pourrait sans faire exprès se retrouver sur un site un petit peu dangereux. Ouais. Voilà, mais donc c'est bien de remettre les points sur les i concernant cette campagne de com de Back Market qui était tout assez bidon. Voilà. Mais plutôt bien faite. Bidon, puisque c'était effectivement une gourde. Ouais. Pardon. C'était une gourde. Tout ça pour parler encore de ton vélo. C'est pas possible, ça. Non, on en revient toujours à ça. On a commencé avec ça. C'est incroyable. Bon, l'obsession. Tu testes toujours autant de vélo là en ce moment? Un peu moins, beaucoup de travail. T'as beaucoup de travail. Tant mieux, mais. Oui, parce que rappelons que Gonzague est entrepreneur, bouche cousue, excellente boîte qui vous permet d'avoir un super internet dans votre boîte. Dans votre entreprise. Et c'est très gentil d'en parler parce qu'on reçoit régulièrement des mails de gens qui nous disent je vous ai connu sur 01net, donc ça fait très plaisir. Merci à vous. Mais tu sais quoi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que je sais que je te connais depuis pas mal d'années maintenant et que tu es quelqu'un de très sérieux. Et non mais c'est vrai, c'est toujours important
important. Moi, ça fait plaisir de recommander quelqu'un qui peut, tu vois, avoir des clients et dont on sait que le résultat sera toujours à la hauteur des attentes. C'est très gentil. C'est tellement rare. Comme Elon Musk, il est un peu moins riche. Anthony, qu'est-ce que tu vends? Rien de particulier. Pour l'instant, rien, mais si tu veux. Non, mais t'as Sur raison. le bon coin, t'as rien. Enfin, tout va bien. Non, j'ai pas ma petite boutique encore. Tu vends pas tes baskets NFT à $8,000? Non, pas encore, mais je vais y réfléchir. Voilà, écoutez, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Merci Gonzague, toujours un plaisir de t'avoir. De même. Et Anthony, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour commenter l'actualité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et puis je vous rappelle que si vous êtes un féru de tech, vous pouvez retrouver Culture Geek tous les matins sur BFM Business, le best-of que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne BFM Business Radio Télé avec Anthony. Et puis si vous en voulez encore plus, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs pour Tech & Co, toujours sur BFM Business, 2 heures de tech du lundi au jeudi, avec là aussi les podcasts et les best-of qui vous attendent. Donc voilà, si vous aimez la tech, vous êtes servis chez nous, comme on dit. À très vite, bon week-end à vous toutes et à vous tous, on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.